Mon ex-femme a passé des années à raconter à tout le monde que j'étais un père indigne, un père qui n'avait jamais voulu de la garde de notre fille. Elle a paru totalement abasourdie quand notre fille, aujourd'hui adulte, s'est levée pendant son dîner d'anniversaire, a connecté son ancien téléphone à la télévision, et a diffusé, message vocal après message vocal, des enregistrements que personne d'autre n'avait jamais entendus. Le premier message vocal résonna dans les haut-parleurs du téléviseur, si fort que les verres à eau, posés sur la belle nappe, en tremblèrent. C'était ma propre voix, avec 21 ans de moins, qui souhaitait un joyeux anniversaire à une enfant de 9 ans, laquelle n'avait jamais entendu ce message. 40 visages se tournèrent de l'écran vers moi, puis retour. Et pendant une seconde, personne, à cette table, ne sembla plus respirer le même air. Le pouce de ma fille reposait toujours sur son téléphone, elle n'avait même pas encore appuyé sur la lecture du deuxième message. Peu importe ce qui allait suivre, j'ai compris, à cet instant précis, qu'aucun d'entre nous ne quitterait cette salle à manger en étant la même personne qu'en y entrant, 3 heures plus tôt. Mais il faut connaître les 21 années qui ont précédé ce moment, pour lui donner un sens. Alors, laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Warren Iverson. J'ai 47 ans, et je supervise un entrepôt de distribution, en dehors de la ville. Et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été connu par des gens qui ne m'avaient jamais rencontré, des gens qui ne m'avaient jamais posé la moindre question, comme l'homme qui ne voulait pas de sa propre fille. Ce n'était pas vrai, pas un seul jour, mais c'était l'histoire qu'on racontait. Et les histoires qu'on raconte assez souvent finissent par ne plus avoir besoin de preuves. Naomi avait 4 ans, quand sa mère, Paulette, et moi nous sommes séparés. Je ne vais pas prétendre que ce mariage était une grande romance, qui s'est effondrée sans que ce soit la faute de personne. Je travaillais trop, je faisais trop d'heures supplémentaires, et je n'ai pas remarqué ce qui craquait sous nos pieds, jusqu'à ce que tout soit déjà brisé. Mais je n'ai jamais, pas un seul instant, cessé de vouloir être son père. Et je pense que c'est la partie que personne, dans la famille de Paulette, n'a jamais voulu prendre en compte. Parce que cela compliquait une histoire dans laquelle il était si facile de vivre, si j'étais simplement parti par choix. Paulette avait 26 ans quand je l'ai rencontrée, et elle portait déjà un poids que je n'ai compris que des années plus tard. Elle avait été mariée une première fois, brièvement, au début de la vingtaine, à un homme que ses parents avaient détesté au premier regard. Cela s'était terminé en moins de 2 ans, d'une manière qui avait failli lui coûter définitivement leur pardon. Dot n'en parlait jamais directement, seulement de manière détournée, comme une porte fermée que Paulette ne voulait clairement pas voir ouverte pendant le dîner. Paulette disait souvent, en rigolant à moitié autour d'un verre de vin, lors d'un barbecue du 4 juillet, que sa famille ne pardonnait qu'une seule fois à une personne. J'en riais avec elle, à l'époque. Je ne comprenais pas encore à quel point notre mariage, et tout ce qui s'est effondré par la suite, allait un jour reposer sur cette unique phrase. Le divorce a été prononcé ce printemps-là. Dès l'été, j'avais un droit de visite supervisé, 2 fois par mois, dans un bâtiment des services à la famille situé à 40 minutes de mon nouvel appartement. Je m'asseyais de l'autre côté d'une table pliante, en face de mon propre enfant, pendant qu'une inconnue avec un presse-papier nous regardait colorier. Naomi avait le menton obstiné de ma mère, et le caractère emporté de Paulette. Elle me réservait toujours le crayon bleu parce que, m'expliquait-elle très sérieusement, c'était le bon. Je pense à cette tasse plus souvent que je ne devrais l'admettre. 14 mois après le divorce, j'ai déposé une demande de modification de la garde, demandant au tribunal un droit de visite régulier et non supervisé. J'avais tous les registres de visite conservés par les services de la cour de la famille, 26 séances, toutes impeccables. Rosalyn Achébé, l'assistante sociale qui gérait nos visites, avait déjà 19 ans d'expérience dans les services de la cour de la famille à l'époque, et ses notes indiquaient, à plusieurs reprises, que je me
Présenté comme un père attentif, approprié, et constant. Attentif. Approprié. Constant. 3 mots auxquels je me suis accroché pendant longtemps, comme on s'accroche à quelque chose de solide, quand tout le reste s'effondre. L'avocat de Paulette a raconté une toute autre histoire devant le juge Otto Alverson. Elle a témoigné que j'appelais chez elle à toute heure, que je m'étais présenté devant la maternelle de Naomi sans y être invité, et que mes appels sur le téléphone que ma mère avait donné à Naomi s'apparentaient à du harcèlement. Rien de tout cela ne s'était produit de la manière dont elle le décrivait. J'avais appelé la maternelle une seule fois, pour confirmer un horaire de prise en charge après une erreur de planning. Je n'ai jamais appelé. Après 20 heures, mais Paulette a pleuré à la barre. Et je suis resté assis là. Dans une cravate d'occasion, les mains à plat sur les genoux, parce que Gordon Aldridge, mon avocat, m'avait dit que si je tressaillais moindrement, cela serait perçu comme de la colère. Le juge Alverson a rejeté la demande de modification. Il ne m'a rien reproché. Ouvertement. L'ordonnance mentionnait simplement des inquiétudes concernant la fréquence des contacts, et maintenait les visites supervisées pour une durée indéterminée, avec une ferme mise en garde, tout contact ultérieur en dehors du calendrier prévu pourrait être perçu défavorablement à l'avenir. Cette simple ligne a fait plus de dégâts que tout ce qui a été dit dans la salle d'audience. La famille de Paulette n'a jamais lu la transcription. Ils ont lu le résultat. Et le résultat, pour quiconque se trouvait à l'extérieur de ce tribunal, ressemblait exactement à ce qu'elle leur répétait depuis 1 an, que j'étais le genre d'homme à qui l'on ne pouvait pas faire confiance avec son propre enfant. C'était le printemps où Naomi fêtait ses 7 ans. L'histoire ne s'est pas arrêtée à cette famille. Ce n'est jamais le cas. Ma mère, June, a croisé une femme de l'église de Paulette au supermarché, ce même été. C'était quelqu'un que June connaissait depuis des années, et cette femme la regardait comme si elle ne la reconnaissait pas. Un regard froid, distant, un petit sourire crispé, puis elle a dit qu'elle avait entendu parler de tout ce qui se passait avec Warren, et qu'elle espérait que June allait bien, compte tenu des circonstances. June est rentrée à la maison et a pleuré sur la table de sa cuisine, non pas parce qu'une étrangère avait été désagréable, mais parce qu'elle a réalisé que la version des faits répétés dans cette église ne contenait pas une seule vérité, et qu'il n'y avait aucun moyen de corriger une rumeur aussi précise, une fois qu'elle était allée aussi loin. J'ai arrêté d'aller au restaurant au coin de mon ancien pâté de maison, parce que je croisais sans cesse des gens qui nous avaient connus, Paulette et moi, en tant que couple, et j'en avais assez de regarder leur visage faire des calculs pour en arriver à une conclusion méchante. C'est une petite chose stupide à pleurer, perdre son restaurant de quartier. Je l'ai quand même pleuré. J'ai continué à payer. Ça, personne n'a jamais voulu l'entendre. Toutes les 2 semaines, pendant les 11 années suivantes, $612 étaient prélevés sur mon salaire avant même que je ne le voie. Ordonné par le tribunal. Automatique, intouchable, via la division de recouvrement des pensions alimentaires. Et toutes les 2 semaines, je regardais ce chiffre sur le bulletin de paye, en pensant à une enfant que je n'avais pas le droit d'appeler. Après 20 heures. Je n'en ai jamais manqué un seul. Pas même l'hiver où j'ai été licencié pendant 9 semaines, et où j'ai dû piocher dans des économies que je n'avais pas. La famille de Paulette n'a jamais entendu le mot « saisie ». Ils ont entendu « père indigne », parce que c'était le mot qu'elle utilisait, doucement. Tristement, à chaque table de fête où je n'étais pas invité. Il a choisi ça. Vie plutôt que sa propre fille. J'ai appris de seconde main, pendant des années, que c'était la phrase qu'elle répétait. Elle se propaguait bien mieux que la vérité n'aurait jamais pu le faire. Lorsque les visites supervisées ont tranquillement cessé d'apparaître sur le calendrier de Rosalind HB et personne ne les a annulées carrément, elle n'était simplement plus programmée, vers le 9e anniversaire de Naomi.
J'ai compris que j'avais perdu le peu de fil qui me rattachait encore à elle. Quand j'ai appelé le bureau des services à la famille pour demander pourquoi, je suis tombé sur une boîte vocale qui était pleine. Ce qu'il me restait, c'était l'adresse postale de mon ancienne belle-mère, une femme âgée nommée Dot, qui avait toujours été gentille avec moi lors des dîners du dimanche avant que tout ne s'effondre, et une série d'anniversaires à venir que je ne voulais pas manquer, simplement parce que personne ne répondait. Alors, chaque année, j'envoyais une carte, avec un billet de 20 $ plié à l'intérieur, parfois une photo du chien de ma mère, et quelques phrases qui disaient la même chose chaque année, avec des mots différents, je t'aime, je pense à toi, rien de tout cela n'est de ta faute. Je les adressais chez Dot, parce que c'était la seule adresse qui ne changeait jamais. Je me disais que même si Paulette les jetait à la poubelle dès qu'elles arrivaient, au moins je saurais que j'avais essayé. Je ne me permettais pas de trop penser à l'autre possibilité, que Dot elle-même puisse être celle qui décidait de leur sort. Dot avait toujours été affectionnée envers moi. Je n'ai jamais pensé que l'affection n'est pas la même chose que la loyauté, et la loyauté, dans cette famille, ne semblait jamais aller que dans un seul sens. Vers le 15e anniversaire de Naomi, j'ai failli refaire une demande. J'avais économisé assez pour engager un autre avocat, un défenseur des droits de la famille que ma mère avait trouvé grâce à un prospectus d'aide aux vétérans, à l'église, de tous les endroits possibles. Il a examiné ce que j'avais, les anciens registres de visite, les notes de Rosalyn, 11 ans d'historique de prélèvements ininterrompus, et il m'a dit, gentiment, que rouvrir un dossier aussi ancien avec une adolescente qui avait été élevée pendant 10 ans dans la croyance d'une seule version des faits pouvait faire plus de mal que de bien si cela tournait mal. Et cela pouvait très facilement mal tourner. J'ai abandonné. Je n'ai jamais été sûr, au fil des ans, si c'était de la sagesse ou de la lâcheté. Certains soirs, je ne le sais toujours pas. C'est la partie de cette histoire pour laquelle je ne me sens pas irréprochable, peu importe la façon dont elle s'est terminée. C'est ici que l'histoire cesse de m'appartenir, pour commencer à appartenir à Naomi. Tout ce qui suit, je ne le sais que parce qu'elle s'est assise en face de ma table de cuisine, un an plus tard, et me l'a raconté par morceaux, autour de plus de tasses de café que nous n'en avions besoin, en m'expliquant exactement comment elle avait tout découvert. Elle avait 24 ans, et aidé Paulette à vider un box de stockage avant un déménagement, lorsqu'elle a trouvé un téléphone dans une boîte à chaussures qui ne correspondait à aucun des cartons étiquetés. Un LG argenté, rayé, éteint. Depuis probablement une décennie, le genre de téléphone d'occasion qu'on donne à un enfant de 8 ou 9 ans parce que c'est toujours mieux que rien. Elle s'en souvenait vaguement, de cette manière floue dont les souvenirs d'enfance reviennent. Elle se rappelait que sa mère lui avait dit, un jour, que les messages vocaux dessus étaient du spam, qu'elle devait les supprimer sans les écouter, et qu'un inconnu n'arrêtait pas de composer l'ancien numéro par erreur. Elle avait été assez jeune pour le croire. Elle était désormais assez grande pour se demander pourquoi personne n'avait jamais effacé le téléphone avant de le ranger pour de bon. Elle n'a rien dit à Paulette ce jour-là. Elle m'a dit plus tard qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer pourquoi. Juste une sensation petite et froide, au creux de l'estomac. Ce genre de sentiment qu'on éprouve quand un détail ne colle pas avec la forme d'une histoire qu'on vous raconte depuis toujours. Elle a ramené le téléphone chez elle et, une semaine plus tard, principalement par ennui, elle a cherché si un ancien compte iCloud pouvait encore être actif. Après tant d'années de dormance. C'était le cas. Elle s'est souvenue du mot de passe au 3e essai, le nom de son chien d'enfant suivi de son année de naissance, le genre de mot de passe qu'une enfant de 8 ans choisit avec sa mère juste derrière elle, en train de regarder. 27 messages vocaux enregistrés se sont affichés sur son écran, s'étalant sur environ 2 ans. Provenant d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, jusqu'à ce qu'elle le reconnaisse soudainement. Elle a joué le premier message seule dans son appartement, à 11 h du
Soir. Elle m'a dit que ses mains tremblaient avant même qu'elle ne comprenne. Pourquoi? Salut ma puce, c'est papa. Joyeux 9e anniversaire. J'espère que maman t'a acheté le vélo que tu voulais. Je t'aime, je pense à toi chaque jour. Et rien de tout cela. La communication s'est coupée là, interrompue par la limite de temps de l'ancien système de messagerie vocale, laissant la phrase suspendue exactement de la même manière, comme elle le réaliserait bien plus tard, que toute cette décennie avait été laissée en suspens. Elle n'a confronté personne. Pas encore. Elle est restée avec ça pendant 2 semaines, en se disant qu'il devait y avoir une explication qui n'impliquait pas que sa mère lui ait menti pendant la majeure partie de son enfance, tournant et retournant les mêmes faits, encore et encore, de la même façon qu'on appuie sur un bleu pour voir si cela fait toujours mal. Cela faisait toujours mal, à chaque fois. Elle est allée voir Dot 2 semaines plus tard, en se disant que c'était juste une visite normale, le genre de visite qu'elle lui rendait tous les 2 mois. Dot vivait seule depuis que l'AVC de son mari Frank l'avait envoyée en résidence assistée l'année précédente, et elle observait toujours un rituel du dimanche. Très strict. Du thé dans des tasses dépareillées, une assiette de sablé qui ne changeait jamais peu importe qui lui rendait visite, et la même liste de courses. À moitié terminée, fixée au réfrigérateur par un aimant en forme de phare. Naomi lui a demandé prudemment, presque comme si elle ne voulait pas de réponse, si son père avait déjà essayé de lui envoyer quoi que ce soit. Des cartes, des lettres, n'importe quoi. Dot n'a même pas hésité. Elle s'est levée, est allée dans le placard du couloir, et en est revenue avec une boîte à chaussures qui était visiblement posée sur cette étagère depuis très longtemps, le carton devenu mou aux angles, et elle l'a posé sur la table comme si ce n'était rien. 11 enveloppes, toutes encore scellées. Oblitérées à raison d'une par an. Anniversaire après anniversaire, adressées avec une écriture que Naomi a reconnue d'après l'adresse d'expédition des messages vocaux, de la même manière qu'on reconnaît son propre nom prononcé dans une pièce où l'on ne savait pas qu'on écoutait. Dot a dit qu'elle avait toujours supposé que Naomi était au courant. Cette phrase était celle que Naomi n'a pas pu dépasser pendant des semaines. Non pas que les cartes lui aient été cachées, mais que tout le monde autour d'elle ait universellement décidé que c'était assez normal pour ne pas le mentionner. Pourquoi ne me les as-tu jamais données, a demandé Naomi. Les mains de Dot se sont immobilisées autour de sa tasse de thé. Ta mère m'a demandé de ne pas le faire, a-t-elle dit. Elle disait que c'était mieux pour toi de ne pas mélanger ses espoirs aux tiens. Je me suis dit que je préservais la paix. Elle a regardé la boîte à chaussures comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que je préservais la paix. Je pense que je faisais juste ce qu'on me disait de faire. Naomi a dit à son conseiller académique qu'elle avait besoin des anciens dossiers de la cour de la famille pour un travail de recherche sur le système judiciaire familial, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge, a-t-elle dit. Plus tard, juste pas toute la vérité. Elle a obtenu une demande de dossier approuvée par le bureau du greffier du comté. Une greffière adjointe nommée Priyanandi a traité sa demande, en la prévenant que cela pouvait prendre 6 semaines, et que cela prenait souvent plus de temps. Cela a pris 6 semaines, exactement. Quand le dossier est enfin arrivé. Il était plus épais que ce à quoi Naomi s'attendait. La transcription de l'audience de modification de 2009, la décision du juge Alverson, les registres de visite de Rosalind Achebe avec le mot constant écrit dans la marge. Plusieurs reprises de la main soigneuse de l'assistante sociale, et, enfoui vers la fin, un registre de prélèvement sur salaire de la division de recouvrement des pensions alimentaires, montrant un historique de paiement ininterrompu sur 11 ans. Un bulletin de paye, numérisé comme pièce justificative, montrait le montant exact, $612,11, retenu sur un chèque de paye daté du mois même où Paulette
avait dit à sa famille élargie, lors du Thanksgiving de cette année-là, que Warren n'avait pas envoyé un seul dollar depuis des années. Il y avait une chose de plus dans le dossier à laquelle Naomi ne s'attendait pas. Une note de son conseillère d'orientation de CE1, une femme nommée Odalie Ferreira, signalant que l'élève exprime de la confusion concernant un parent absent et bénéficierait d'un bilan de communication familiale. Personne n'y avait jamais donné suite. Cela avait simplement été classé, une page parmi des centaines, preuve que quelqu'un, quelque part, des années plus tôt, avait déjà remarqué que quelque chose ne collait pas, sans que rien n'en découle. Elle a trouvé le nom de Rosalind Achebe dans les registres de visité, sur un coup de tête, l'a cherché. Rosalind avait pris sa retraite des services de la cour de la famille 2 ans plus tôt, après 29 ans dans ce domaine, mais son numéro était toujours répertorié via une pratique de médiation qu'elle dirigeait à temps partiel depuis chez elle. Naomi a appelé, n'attendant rien, et est tombée sur une femme à la voix chaleureuse et fatiguée, qui s'est souvenue du nom Iverson avant même que Naomi n'ait fini d'expliquer pourquoi elle appelait. « Je me souviens de votre père », a dit Rosalind. « Je ne me souviens pas de chaque famille qui est passée par ce bureau, mais je me souviens de celles qui n'ont jamais manqué une séance, et il n'y en avait pas beaucoup. Il apportait un petit sac d'activités à chaque fois, des livres de coloriage, ce genre de choses, comme s'il avait planifié toute l'heure à l'avance. Je l'ai écrit dans mes notes plus d'une fois, constant. C'était le mot que j'utilisais. Elle s'est interrompue. Je me suis toujours demandé ce qui était arrivé à ce dossier. Personne ne vous dit comment ces histoires se terminent, vous cessez simplement de voir la famille, et vous espérez que tout s'est bien arrangé. Naomi l'a remercié, a raccroché, et est restée assise sur le sol de sa cuisine. Pendant un long moment après cela, me raconte-t-elle, tenant simplement son téléphone. Elle lisait la transcription de l'audience de modification au comptoir de la cuisine, 3 jours plus tard, des pages imprimées étalées devant elle, lorsque Paulette est rentrée plus tôt du travail. L'estomac de Naomi a fait une telle chute qu'elle a cru qu'elle allait être malade. Elle a entendu la porte du garage avant d'entendre la voiture, ce grognement mécanique et grave qu'elle reconnaîtrait entre mille, et elle avait peut-être 11 secondes pour décider. Quoi faire d'un comptoir de cuisine recouvert d'un dossier de la cour de la famille portant le nom de sa mère. Elle a rassemblé les pages dans une chemise, et a glissé la chemise sous une pile de courrier juste au moment où la porte s'ouvrait. Paulette a posé ses clés, et lui a demandé ce qu'elle faisait. Naomi a dit, trop vite, que c'était pour un projet de généalogie. Les mots sont sortis avant même qu'elle ne décide de les dire. Et Paulette, qui n'avait jamais posé la moindre question de suivi sur quoi que ce soit sur quoi Naomi travaillait de toute sa vie, a simplement hoché la tête et est allée remplir la bouilloire. Aucune suspicion. C'était presque pire, m'a dit Naomi plus tard. Sa mère n'était même pas assez curieuse pour la surprendre. C'est à ce moment-là, m'a confié Naomi, qu'elle a cessé de considérer cela comme quelque chose qu'elle pourrait éventuellement aborder doucement avec sa mère autour d'un dîner, et qu'elle a commencé à y penser comme à quelque chose qu'elle devait maîtriser totalement. Avant que quiconque n'ait la possibilité de trouver des excuses. Elle a tout étalé sur le sol de sa chambre, un soir de février. Les dates des messages vocaux d'un côté, les cachets de la poste des cartes de l'autre, les dates des procédures judiciaires au milieu, une année à la fois, en rangée. Le schéma qui en est ressorti n'était pas désordonné. Ce n'était pas un père qui s'était progressivement effacé, comme Paulette l'avait toujours présenté, un homme qui avait essayé pendant un temps, puis s'était simplement arrêté. C'était ininterrompu. Chaque année. Dans les temps. Sans un seul manque. Pendant 11 années consécutives. Quelqu'un avait maintenu un silence aussi spécifique et aussi régulier pendant tout ce temps, et ce n'était pas moi. Elle m'a appelé en mars,
5 mois avant son 25e anniversaire, et m'a demandé si je viendrais à son dîner cette année-là. Elle ne l'avait jamais demandé auparavant. Depuis 6 ans, mon invitation à l'anniversaire de Naomi n'était qu'une formalité dont aucun de nous ne se souciait vraiment, une carte par là. Poste qu'elle n'ouvrait probablement jamais, un texto que j'envoyais par habitude plus que par espoir. Cette fois, elle me l'a demandé carrément, sans aucune explication. « Je veux que tu sois là », a-t-elle dit, « s'il te plaît. Ne me demande pas encore pourquoi. Je n'ai pas beaucoup dormi pendant les 5 mois qui ont suivi. Je me suis raconté une douzaine d'histoires différentes sur ce que cela pouvait vouloir dire, et aucune ne s'est révélée être la bonne, parce que je ne savais toujours pas ce qu'elle savait. La veille du dîner, je suis resté assis à la table de la cuisine de ma mère. Jusqu'à près de minuit, et cette même table où je m'étais assis après chaque audience de garde pendant une décennie, et je lui ai dit que j'avais un mauvais pressentiment auquel je n'arrivais pas à donner une forme. Je ne sais. Contenté de resservir du café, et a dit que quoi que ce soit, Naomi m'avait demandé d'être là. En 21 ans, ce n'était jamais arrivé, alors peut-être que cela valait la peine de faire confiance à cela, plutôt qu'à mes nerfs. Je n'ai pas dormi. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler cette nuit-là, comme elle le faisait avant chaque audience. Un vieux tremblement familier que je pensais avoir laissé derrière moi depuis des années. Je ne cessais de reprendre mon téléphone pour envoyer un texto à Naomi, puis de le reposer, parce qu'il n'y avait rien à demander qui ne donnerait l'impression que j'essayais de savoir avant l'heure, et je lui avais promis ne pas le faire. Je me suis tenu devant la maison de Paulette le soir du dîner, dans une chemise que j'avais repassée 2 fois, mes mains faisant cette chose qu'elles font toujours avant tout événement important, ce léger tremblement que j'ai depuis les audiences de garde, ce genre de tremblement qu'aucun laps de temps ne semble pouvoir guérir. Je me suis dit que quoi qu'il arrive ce soir-là, j'étais là pour Naomi, et non pour tout ce que la famille de Paulette avait passé 20 ans à croire sur moi. J'avais cessé d'avoir besoin d'être cru par des inconnus depuis bien longtemps. Je voulais seulement être dans la pièce. La salle à manger était pleine quand je suis entré. D'autres près de la tête de table, Colline, la sœur de Paulette, et son mari, une poignée de cousins que je n'avais pas vus depuis 2 décennies. Tous étaient polis avec moi, de cette manière prudente et distante dont les gens sont polis envers quelqu'un contre qui on les a mis en garde pendant des années. Paulette a serré Naomi dans ses bras pour lui dire bonjour, et m'a serré la main comme si j'étais un collègue de travail qu'elle rencontrait pour la première fois. Ma gorge était nouée pendant la majeure partie du dîner. Je ne me souviens pas de ce que j'ai mangé. Après le gâteau, Naomi s'est levée. Elle a dit qu'elle voulait dire quelque chose avant que quiconque ne le coupe, et elle a sorti un câble téléphonique ainsi qu'un combiné d'un ancien modèle de son sac, avec un geste que j'apprendrai plus tard. Elle avait répété une douzaine de fois, seule dans son appartement. Le premier message vocal a retenti dans les haut-parleurs de la télévision. Assez fort pour faire trembler les verres à eau, et c'était moi, 21 ans plus jeune, souhaitant un joyeux anniversaire à une enfant de 9 ans, avec une voix qui n'avait pas encore appris à paraître prudente. Puis le deuxième, un message confus, à moitié embarrassé, à propos d'un chien que ma mère venait d'adopter. Où je riais de ma propre blague avant que la limite de temps ne me coupe. Puis un troisième, plus court, juste moi disant bonne nuit à une enfant que je n'avais pas eu le droit de border depuis plus d'1 an à ce moment-là, ma voix déraillant d'une manière dont je ne me souvenais pas, même si j'avais dû savoir quelque part, qu'elle déraillait. Naomi a laissé chaque message aller jusqu'au bout avant de dire un seul mot, et j'ai regardé le visage de Paulette faire quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire en 20 ans de connaissance, devenir complètement, impuissamment immobile. L'un des cousins a ri nerveusement dans le silence, ce genre de rire que les gens poussent quand ils ne savent pas ce que leur corps est censé faire d'autre. Et l'oncle de Naomi du côté de Paulette, un homme trapu nommé Elry qui ne
M'avait jamais dit plus de 10 mots. Paulette a retrouvé sa voix avant que Naomi ne joue le quatrième. Naomi, chérie, tu ne comprends pas toute la situation, a-t-elle commencé. Adoptant ce même ton doux et blessé dont je me souvenais dans la salle d'audience, 2 décennies plus tôt. Il se passait des choses à l'époque que tu étais trop jeune pour. Alors explique-les, a dit Naomi. Explique les cartes. Explique le bulletin de paye. Explique pourquoi Mamie Dot a une boîte à chaussures dans le placard de son couloir, avec mon nom sur 11 enveloppes dont tu m'as dit pendant 20 ans qu'elle n'existait pas. Paulette n'avait rien à répondre à cela, et tout le monde à la table pouvait là voir n'avoir rien à répondre, ce qui était d'une certaine manière pire que si elle était simplement restée silencieuse. Puis Naomi a posé la boîte à chaussures à côté du gâteau, et l'a ouverte. 11 enveloppes, toujours scellées. Par ordre de date de tampon postal. Elle a lu les dates à haute voix, une par une, en faisant correspondre chacune à une date de message vocal sur l'écran de son téléphone. La pièce est devenue silencieuse, de cette manière spécifique dont une pièce devient silencieuse lorsque tout le monde fait le même calcul en même temps, et que personne n'aime la réponse qu'il obtient. 612, a dit ensuite Naomi, en brandissant une copie imprimée du bulletin de paye, sa voix calme d'une manière que je ne pense pas que j'aurais pu maîtriser. À son âge. Saisi directement sur son salaire toutes les 2 semaines. Pendant 11 ans, qu'il ait manqué une visite ou non. Sauf qu'il n'en a jamais manqué une seule, parce qu'il n'y en avait aucune à manquer. Tu as dit à tout le monde à cette table qu'il n'avait jamais rien envoyé. Elle a regardé sa mère. Il a envoyé quelque chose chaque année. Tu t'es juste assuré que je ne le reçoive jamais. La bouche de Paulette s'est ouverte 2 fois avant que quoi que ce soit ne sorte, et ce qui est finalement sorti n'était pas une explication. C'était un fragment, je te protégeais. Sa voix ne ressemblait pas à la voix dont je me souvenais au tribunal, celle qui avait pleuré de façon si convaincante devant le juge Alverson. Elle semblait mince, petite. Naomi n'a pas élevé la voix. Tu as toujours dit qu'il avait choisi sa vie plutôt que sa propre fille. Une pause, assez longue pour que j'entende la fourchette de quelqu'un teintée contre une assiette 2 sièges plus loin. Tu as gardé 11 de ces cartes d'anniversaire dans une boîte à chaussures, pour que je ne découvre jamais que ce n'était pas vrai. Dot a alors pris la parole, et je ne m'y attendais pas. Sa voix était faible. Mais elle a porté tout le long de la table. Elle a dit qu'elle avait essayé, une fois, il y a longtemps, de donner l'une des cartes à Naomi, et que Paulette lui avait dit que si jamais elle refaisait cela, elle ne serait plus autorisée à s'approcher de Naomi du tout. Dot a dit qu'elle s'était répétée pendant 11 ans. Que garder le silence était simplement le prix à payer pour rester dans la vie de sa petite fille. Elle avait l'air vieille et honteuse en le disant à haute voix, et personne à cette table ne s'est avancé pour la réconforter. Colline, la sœur de Paulette, a dit doucement qu'elle avait toujours trouvé cela étrange qu'un homme qui s'était battu lors d'une audience de garde pour avoir des visites non supervisées semble du genre à simplement disparaître sans un mot, de la façon dont Paulette le décrivait. Mais elle n'avait jamais posé de questions, parce que poser des questions avait toujours ressemblé à prendre un parti que personne dans cette famille n'était autorisé à prendre contre Paulette. J'aurais dû demander, a dit Colline. Je me suis dit que ce n'était pas mes affaires. Ce n'a jamais été le cas. Je ne voulais juste pas que ça le soit. Franck, le mari de Dot, n'était pas là. Son AVC le retenait au centre de soins la plupart des soirs. Mais Dot a dit, dans le silence qui a suivi l'aveu de Colline, qu'elle allait devoir lui raconter, qu'il allait très mal le prendre. Et que cette famille avait déjà failli perdre Paulette une première fois. Auparavant, à cause d'un autre mariage qui s'était mal terminé il y a longtemps. Et Dot a dit qu'elle ne savait sincèrement plus si cette vieille peur avait protégé qui que ce soit, ou si elle leur avait simplement coûté à tous plus que
Quiconque n'avait jamais été prêt à compter. Paulette n'a pas pleuré. Elle s'est assise très droite, les mains à plat sur la table, exactement comme je me souvenais des miennes dans cette salle d'audience. 2 décennies plus tôt, et elle n'a presque plus rien dit pour le reste de la soirée. En la regardant, j'ai compris quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à comprendre auparavant, elle n'était pas un monstre qui avait construit un mensonge par plaisir. C'était une femme qui avait passé sa vie d'adulte terrifiée à l'idée de redevenir, une seconde fois, la fille que ses propres parents avaient autrefois failli abandonner. Elle avait bâti toute une décennie sur une histoire qui lui permettait de rester la victime, plutôt que celle qui avait échoué. Cela ne rendait pas ce qu'elle avait fait légitime. Cela la rendait simplement humaine, et d'une certaine manière, c'était plus difficile à accepter que si elle avait été simplement cruelle. Naomi n'a pas demandé à sa mère de s'excuser. Elle n'a rien demandé à personne à cette table. Elle a refermé la boîte à chaussures, a posé son téléphone face contre table à côté du gâteau, et a demandé, d'une voix devenue presque douce, si quelqu'un voulait encore du café avant qu'il ne refroidisse. Plus tard cette nuit-là, après que la plupart des membres de la famille furent partis de la même manière silencieuse et précautionneuse dont les gens quittent une maison où quelque chose vient de se briser, Naomi m'a dit une dernière chose, presque comme une réflexion après coup, debout près de sa voiture. Elle avait numérisé chaque message vocal, chaque carte, tout le dossier judiciaire. Et se l'était envoyé par email ainsi qu'à Dodd 2 jours avant le dîner, au cas où sa mère tenterait ensuite de raconter une version plus adoucie de ce qui s'était passé ce soir-là à quiconque n'était pas dans la pièce. Je voulais qu'il y ait une preuve qui ne puisse pas être discrètement classée. À nouveau, a-t-elle dit. Je ne savais pas si je devais être fier d'elle pour cela, ou triste qu'elle ait appris, à 25 ans, à quel point il faut être prudent avec la vérité dans cette famille pour qu'elle s'impose. C'était il y a 1 an. Naomi a gardé la boîte à chaussures. Elle se trouve sur une étagère dans son appartement maintenant, 11 enveloppes scellées toujours non ouvertes, parce qu'elle m'a dit qu'elle n'était pas prête à les lire, et ne le serait peut-être jamais. C'est à elle de décider, pas à moi. La relation de Paulette avec sa propre famille ne s'est pas rétablie comme la nôtre. Je ne tire pas de satisfaction de cela, ou j'essaie de ne pas en tirer. Bien que je ne prétende pas réussir toujours. Ce que je sais avec certitude est plus petit, plus calme que tout le reste. Cette année, pour la première fois depuis que Naomi a 8 ans, j'ai pu passer le jour exact de son anniversaire avec elle. Juste nous deux, dans un restaurant. Près de son appartement, une seule bougie plantée dans une unique part de tarte. Parce qu'elle a dit qu'un gâteau entier semblait excessif cette fois-ci. Raconte-moi encore l'histoire du crayon bleu, a-t-elle dit, et je l'ai fait. Et pour une fois, aucun de nous n'était pressé d'arriver à la fin de l'histoire.